Un roi doit régner ou il doit mourir. Saint-Just. « 2000 ans d'histoire. Le 11 décembre 1792, dans la salle du manège des Tuileries, à l'endroit même où 3 mois plus tôt la Convention avait proclamé l'abolition de la monarchie, commençait un des plus grands procès de l'histoire, le procès de Louis XVI. Mais ce jour-là, pour ces juges, celui qui pendant 18 ans avait régné sur la France n'était plus que le citoyen Louis Capet, accusé, je cite, d'avoir commis une multitude de crimes pour établir sa tyrannie. Au terme d'un procès de 38 jours, le verdict ne faisait aucun doute. Condamné à mort le 19 janvier 1793, Louis XVI était guillotiné 3 jours plus tard, devant des milliers de Parisiens qui étaient venus voir tomber la tête de ce roi de 38 ans, dont la famille avait régné sur la France pendant plus de 8 siècles. C'était le 21 janvier 1793 à Paris, sur la place de la Révolution. Citoyen, dites-moi ce que je dois faire, monsieur. Il faut enlever votre redingote et votre cravate. Je meurs, innocent de tous les crimes dont on m'accuse. Je pardonne à ceux qui sont coupables de ma mort. Et je prie Dieu pour que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. Marie-Hélène Bellac, bonjour. Bonjour. Alors c'était la mort de Louis XVI, guillotiné le 21 janvier 1793 sur la place de la Révolution, l'actuelle place de la Concorde, un événement considérable bien sûr, dont vous parlez dans votre livre, Le sang des Bourbons, qui vient de sortir chez Larousse. Alors la mort de Louis XVI, qui est un tournant dans l'histoire de France, c'est même, dites-vous, l'acte fondateur de la République, comme s'il avait fallu que Louis XVI meure pour que vive la République. Il a fallu effectivement, en tout cas pour les hommes qui l'ont condamné, que Louis XVI meure pour que la République vive. C'est Robespierre qui dit juste après son exécution « Le tyran est tombé sous le glaive des lois, ce grand acte de justice a créé la République. » Et Marat, « La tête du tyran vient de tomber sous le glaive de la loi, le même coup a renversé les fondements de la monarchie parmi nous, je crois enfin à la République. » Donc c'est bien l'acte fondateur dans l'esprit de ces hommes. La République ne pouvait naître que dans le sang et que par le sang de Louis XVI. Et Louis XVI, au fond, n'était plus l'homme, le roi, mais tout le système, toute la royauté, puisque, comme l'a dit aussi Saint-Just au moment du procès, la royauté apparaissait comme un crime éternel. Il a fondé la République, enfin cette condamnation, cette exécution a fondé la République, mais en même temps elle a divisé la France pendant des années. Il faut rappeler que pendant très longtemps, tout le 19e siècle et jusqu'au début du 20e, les royalistes étaient nombreux en France et que, au fond, jamais ils n'ont pardonné à cette République ce qui était son acte fondateur, justement. Oui, pour les royalistes, c'est un roi martyr. Oui, exactement. C'est un roi martyr et d'ailleurs, au moment de la Restauration en 1815, on a transféré ce qui était théoriquement ses restes à Saint-Denis, on a construit un monument, une chapelle expiatoire et effectivement, il y a 2 figures de Louis XVI qui sont rentrées à ce moment dans l'histoire. C'est celle du roi tyran, qui est fondatrice de la République, et celle du roi martyr, qui a été fondatrice de la monarchie qui se perpétue. Alors pour comprendre tout ça, il faut quand même se rappeler que justement, la République à cette époque-là était encore fragile puisqu'elle n'avait que 4 mois et elle avait été proclamée par une assemblée qui elle-même se réunissait pour la première fois le 21 septembre 1792, la Convention. Messieurs, en ce jour mémorable où la Convention nationale, élue par tous les Français, se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois, proclamer à la face du monde que la monarchie est abolie en France.
propose que la nouvelle constitution de la République, élaborée par cette convention, soit soumise au peuple français comme un tout pour être approuvée. La motion est adoptée. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française. Et c'était donc le 21 septembre 1792 à la Convention, le premier jour de la République. Une République, Marie-Hélène Bellac, c'est amusant de le savoir, et on vient de l'entendre d'ailleurs, qui n'a jamais été officiellement proclamée. Elle est proclamée, dites-vous, par défaut. Oui, absolument, puisque au fond, quand la Convention se réunit, elle abolit la royauté, mais elle ne proclame pas la République. Simplement, on décide de dater les actes désormais du premier jour de la République. Alors il faut quand même rappeler que, en fait, la Révolution de 1789 n'a pas supprimé la monarchie. Elle a d'abord débouché sur la mise en place d'une monarchie constitutionnelle. Le roi n'était plus un roi de droit divin, mais le roi des Français. Et peut-être que si Louis XVI avait joué le jeu, il aurait pu se perpétuer au pouvoir avec des pouvoirs limités. Mais dès le départ, il n'a pas voulu le faire. Et au fond, il faut attendre l'insurrection du 10 août, la prise des Tuileries, 92, oui. 1792, où le roi trouve refuge avec sa famille à l'Assemblée, qui est tout à côté dans la salle des manèges, à côté des Tuileries. Et c'est à ce moment-là qu'il est suspendu. Alors cette révolution, oui, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que la monarchie déjà a disparu, puisqu'il est littéralement prisonnier de ce qui va devenir la Convention, puisque justement ce 10 août on décide de supprimer l'Assemblée législative qui devient la Convention, une nouvelle Assemblée chargée d'élaborer une constitution qui n'existe pas encore, mais il est littéralement prisonnier de cette Convention. Alors cela dit, elle proclame par défaut la République, mais le roi est encore là, il est vivant, il est prisonnier de la Convention, et à vrai dire, on ne sait pas très bien ce qu'on va en faire. Il n'est pas encore question, en tout cas, de son procès, ni de sa mort, Marie-Hélène Bellac. Oui, il a même été, il faut même dire que l'Assemblée législative l'a suspendu sous la pression de la populace qui a envahi l'Assemblée, on l'a interné au Temple. Mais la majorité des députés ne souhaitent pas sa mort à ce moment-là. Et même s'il commence à être vraiment question de la République, c'est une idée qui a germé assez lentement. Donc qu'est-ce que... Le sujet, en fait, divise cette convention, les députés de cette convention. Il y a des modérés qu'on appellera plus tard les Girondins, qui sont derrière Brissot, qui sont derrière Vergniaud, et qui se disent, bon, il vaut mieux être prudent, attendons un peu, parce qu'il faut le rappeler quand même, Marie-Hélène Bellac, la France est en guerre. Bon, certes, le danger d'une invasion est écarté depuis le 4 septembre avec la victoire française de Valmy, mais il faut quand même pas jeter la tête du roi de France, justement, à la tête des autres souverains d'Europe contre lesquels on est en guerre. C'est ce qui fait qu'on n'est pas pressé, au fond. En tout cas, ceux-là ne sont pas pressés de le juger. Non, la majorité des députés ne veulent pas du roi, mais effectivement sont embarrassés. D'ailleurs, au départ, ils ne souhaitaient pas l'interner au Temple. C'est sous la pression de la Commune de Paris qu'on l'a mis dans une véritable prison. Et le débat va s'éterniser. Mais, comme vous le dites, la France a été envahie. D'ailleurs, au moment du 10 août, l'invasion joue un rôle important, puisque le duc de Brunswick a menacé, s'il était fait force sur le roi, de mettre la ville de Paris à sac. Et au cours du mois d'août, tout le mois d'août et le début du mois de septembre, les Parisiens et même les provinciaux montent à Paris pour aller s'enrôler. Il y a les massacres de septembre aussi, parce qu'on a... Oui. Voilà, au tout début du mois de septembre, car on craint que les prisonniers ne sortent des prisons et ne délivrent le roi, ne massacrent les bons citoyens. Ceux qu'on va donc appeler les Girondins ne souhaitent pas du tout l'exécution du roi. Et une majorité de l'Assemblée, car la nouvelle Assemblée qui se réunit au mois de septembre, donc le 20 septembre, oui. La Convention, au fond, il y a un peu plus de 100 radicaux, ceux qu'on appelle souvent les Robespierreaux, que nous on appelle plus souvent les montagnards, à peu près 150 Brissotins, Girondins, qui sont les modérés, et entre les deux, ce que l'on appelait la plaide, absolument, le Marais,
qu'il s'agit de convaincre, car c'est là l'enjeu aussi du discours. Mais il faut voir que la population parisienne, les plus radicaux, parce qu'il y a une partie de la population qui se terre, qui a peur, surtout après les massacres de septembre, mais les radicaux, les sectionnaires, ce qu'on appelle les sans-culottes, font pression sans arrêt sur l'Assemblée pour qu'on décide enfin de juger le roi. Et à l'Assemblée, il y a des gens qui les écoutent et qui vont même précisément vouloir la mort du roi. Évidemment, ce sont ce que vous appeliez ou ce qu'on appelle les montagnards. Il y a Robespierre, il y a Marat, puis un jeune député de 25 ans, encore inconnu et qui montait à la tribune de la Convention le 13 novembre 1792. Je demande la parole. Pourrais-tu me rappeler ton nom, citoyen? Ça juste. Je représente le département de l'Aisne. Citoyen, citoyen! Tant qu'il vivra, Louis Capet sera un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Et pour tous les ennemis qui attendent à nos frontières le moment de nous écraser. Au nom de tout ce que nous avons accompli, nous ne pouvons pas faiblir. Nous ne pouvons pas hésiter. Citoyen, un roi n'est pas un homme ordinaire. C'est un rebelle. Un usurpateur des droits d'hommes ordinaires. Un roi doit régner. Ou mourir. Et c'était donc Saint-Just le 13 novembre 1792, réclamant carrément la mort de Louis XVI. Il ne parle même pas de procès. Il faut quand même se dire que pour les Français de l'époque, c'est quelque chose de pas insensé, mais de très impressionnant. Au fond, le roi, ils sont habitués depuis des siècles à savoir que c'est quelqu'un qui est roi par la grâce de Dieu. D'ailleurs, de par la Constitution de 1791, il est sacré, il est inviolable. Donc réclamer sa tête, c'est énorme. Oui, alors, il n'est plus roi de droit divin, mais effectivement, il est inviolable et ce sont les ministres qui sont responsables. Et de fait, dans le débat qui s'ouvre à l'Assemblée à partir du 6 novembre, est-ce qu'on peut juger le roi? Parce que c'est d'abord la question qui est posée. Ceux qui refusent qu'on le juge disent il est inviolable. Alors il y a d'autres arguments qui sont avancés du type il vaut mieux le garder comme un exemple vivant de ce qu'est la monarchie exécrable, ou bien encore si on ouvre, si on supprime le roi, on ouvre la voie à d'autres prétendants, ou à une dictature militaire, enfin oui. Ou peut-être il y avait même l'exemple anglais. Oui, et puis Philippe d'Orléans aussi, donc Philippe Égalité, roi, voilà. Et à l'inverse, ceux qui veulent donc juger le roi, ou même carrément le condamner sans jugement, c'est le cas de Saint-Just et de Robespierre, disent l'inviolabilité n'existait que si le roi était au service du peuple souverain. À partir du moment où il a trahi le peuple, il n'est plus inviolable. En plus, ce sera un exemple, tuer sera un exemple pour les autres tyrans d'Europe. Et puis effectivement, les deux arguments forts, et ce qui va l'emporter, c'est Saint-Just et Robespierre. Et c'est Robespierre qui, d'une certaine manière, établit la théorie qui va être à la base de cette condamnation, en disant si Louis peut être présumé innocent, que devient la République? Oui.